étude internationale, je me vis surtout comme un institut. Je travaille avec un partenaire et je me vis surtout comme un institut d'études locales. Moi, nos études, la plupart de nos études ne sont pas internationales en fait. Nos clients sont les gens, les directeurs d'études chez L'Oréal, chez Procter & Gamble, etc., etc. Puisque sur l'Asie, on tend à développer de plus en plus de l'étude contrôlée par les headquarters APAC, Asie-Pacifique, de type Hong Kong ou Singapour, où là il y a des directeurs d'études un peu musclés qui peuvent contrôler notre travail. Alors, les études qualitatives et les Chinois. C'est pas vraiment leur truc, les Chinois, les études qualitatives. Donc, en fait, on se rend compte, parce qu'on fait nous aussi des études internationales et qu'on a souvent des pays et des cultures à comparer, on se rend compte qu'on n'arrive absolument pas à faire ressortir la spécificité culturelle chinoise. C'est-à-dire que ce que quelqu'un qui voit un focus group en Chine se dit, c'est mais finalement ils ne sont pas si différents que ça. Alors qu'ils sont quand même très différents. Ils vivent dans des habitats qui ne sont pas les nôtres, ils vivent dans une ville qui n'est pas comme, enfin dans des villes ou dans des campagnes qui ne sont pas comme les nôtres. Ils ont une mentalité complètement différente et ils ont une culture. Ils viennent d'une écriture idéogrammatique, donc ce qui implique un certain nombre de symboliques très véhiculées par le langage. Plus encore qu'en français. Et donc, on n'arrive absolument pas à faire ressortir cette spécificité culturelle chinoise. Donc, en effet, on se rend compte quand on connaît bien la Chine que alors je parle surtout des focus group. Quand je parle du Kali en général, je me pose pas le problème des interviews, je me pose plus le problème des focus group en général, qui est très perturbé par le concept taoïste de face et par la primauté du groupe qui est, elle, d'influence confucianiste. Alors la face. Donc l'idée c'est que l'idée qui est à l'origine de la face en Chine, c'est que l'homme vénère ses aïeux comme les lards du foyer romain et qui devient le représentant vivant de la lignée, qui doit toujours présenter au mieux je veux dire, c'est très important de faire progresser sa lignée, de présenter de se présenter bien, d'être bien en société, tout ça parce qu'il y a la lignée derrière, le nom derrière, et c'est ça qu'on appelle la fax. C'est un principe très fort en Chine qui implique plusieurs conséquences. Donc ce principe de vénération des aïeux, dont la face est ce qu'on va voir comment aujourd'hui ça interagit. Donc aujourd'hui la face, ça consiste surtout en fait à montrer qu'on est dans l'opulence, se dire dans l'opulence des biens matériels, et la face, ce qui induit tous les phénomènes de consommation, de surconsommation des biens de luxe en Chine, jusqu'à un certain point, mais c'est pour avoir une bonne face, pour avoir de la face,
qu'on achète des biens de luxe, qu'on se montre avec des biens de luxe. Alors ça a commencé par les monogrammes, puis il y a eu ces problèmes liés aux lois anticorruption qui ont fait qu'on a fait disparaître de plus en plus disparaître les monogrammes, mais les gens qui ont de l'argent, ils ont toujours envie d'avoir des vêtements luxueux et ils portent sur eux ce qui a été atteint par la loi anticorruption en Chine, c'est les cadeaux qu'on fait en entreprise. Les gens ne se montrent pas plus pauvres qu'ils étaient. Ils sont peut-être un peu moins bling parce qu'ils étaient quand même très bling, mais on peut pas dire que ça soit flagrant, quoi. C'est surtout les cadeaux qu'ils faisaient aux gens. Donc, et ça consiste surtout à se montrer une personne de bon goût, éduquée et au courant des usages du monde des Occidentaux. Les répondants, en fait, ne font pas réponse à des questions, ils disent ce qu'ils pensent être ce qu'on attend comme réponse. C'est un processus quasiment inconscient. Pardon si je peux te couper, mais est-ce que ça, c'est pas exacerbé par rapport à un comportement qu'on retrouve dans toutes les enquêtes consommateurs? De plus en plus, hein. Pour moi, le consommateur, il nous ment de plus en plus. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas la preuve de ce qu'il dit, il peut nous raconter ce qu'il veut avec une posture, avec est-ce que ça c'est exacerbé en Chine? Je pense personnellement, pour avoir beaucoup travaillé en Chine et au Japon, que c'est particulièrement impénétrable en Chine et au Japon. D'accord, donc c'est vraiment un mur, c'est impénétrable, c'est-à-dire qu'ils mettent un mur sur une réalité, alors que dans les pays occidentaux, la réalité va être un petit peu habillée, quoi. Quand tu dis qu'ils mentent en Occident, faut connaître les statistiques chinoises. Enfin, on parle de vin, par exemple, on discutait du vin. Oui, par exemple, si on interroge les gens sur le parfum en Chine, la plupart des gens des femmes en tout cas, vont dire qu'elles se parfument peut-être 2 ou 3 fois dans l'année, mais qu'elles se parfument. En réalité, il y a 1% des gens qui se parfument en Chine, en quantité. Alors que 100% en focus group disent qu'ils se parfument. Le rapport, c'est ça. C'est 1% dans la réalité, 100% dans le focus group. Le vin, tout le monde boit du vin parce que c'est très à la mode. Enfin, tout le monde boit du vin. Je veux dire, 5% des gens boivent du vin en réalité. Par contre, dans les déclarants, tout le monde en boit. Dans les déclaratifs. Parce que quand tu constates des mensonges ici, en Occident, tu peux détailler c'est quelle proportion, c'est quel exemple? Non, c'est plus insidieux que ça. Parce qu'on rapproche jamais les statistiques. Par contre, on se rend compte quand même que ce soit en Cali ou que ce soit en tête-à-tête, qu'il y a un biais de l'apparence, il y a un biais de l'enquêteur, et on cherche, enfin ce que je vois, ils disent qu'ils pensent être ce qu'on attend comme réponse. Ça, je pourrais le transposer dans n'importe quel pays, avec des proportions qui n'ont rien à voir avec celles de la Chine et du Japon, mais c'est quand même des choses qu'on retrouve ici. Donc c'est comment est-ce qu'on fait pour aller faire sauter ce biais et s'inscrire dans une réalité. Quand on dit j'achète X produits cosmétiques en France en déclaratif, le marché il serait 2 fois celui qui existe actuellement. Je crois que les organisateurs de ce meet-up, ils font un truc où on filme à la maison, on a la réalité. Non, mais je suis pas sûr, mais je crois qu'ils adressent ce problème-là. C'est pour ça, c'est je rejoins cette position de dire c'est quoi la réalité. Alors, et les annonceurs, et les annonceurs le savent. Ah, mais ils ne savent pas forcément le quantifier et on continue à faire un pléthore d'études. Mais ils sont conscients du problème. Justement, mes partenaires Meetup, enfin mes partenaires Watson en Chine. Pour la Chine. Anouk ? Oui, de toute façon, le simple fait du surdéclaratif, c'est déjà une information en soi, en fait. C'est-à-dire que c'est une information à creuser. Si je me sens obligée de dire que je regarde Arte alors que je regarde en fait TF1 et la télé-réalité, c'est aussi une information à creuser. Et je pense que notamment en entretien individuel, c'est des choses qui ne peuvent pas tenir sur la longueur en fait.
Et c'est-à-dire que tenir un mensonge en face à face avec une personne pendant 1 heure, c'est hyper fatigant. Enfin, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est dur, quoi. Et c'est aussi la force de l'analyse d'essayer de détecter après les tensions et les contradictions, et du coup d'essayer de... Oui, dans la masse d'en retirer une vérité. Le mensonge est une info. Oui, le mensonge est une info, je pense. Ah. Tout va bien. Voilà, donc là, vous voyez en anglais un certain nombre d'expressions impliquant la face. Donc dans les focus group, en fait, ce qui est un très très gros biais, c'est que les répondants savent qu'ils sont interrogés par une société occidentale. Et ils sont fiers d'être élus répondants, ils sont hyper fiers de répondre. Et ils ne répondent pas aux questions sincèrement, ils répondent ce qu'ils pensent bien faire pour leur face. Donc l'Occident, c'est quelque chose qui doit être maîtrisé, donc ils vont se montrer les plus occidentaux possibles, en fait, dans la réponse. À ce moment-là, on commence à se dire, mais alors, on se dit pas du tout ça. J'ai fait beaucoup d'études sur le Japon. On se dit pas du tout ça sur le Japon. Le Japon, c'est un problème différent. On se dit sur la Chine, on se dit, mais ils nous ressemblent quand même complètement. Ils font les trucs comme nous. Le Japon, c'est pas pareil. Le Japon, c'est des choses, ça va être extrêmement difficile de les faire parler, en fait. Aussi bien en groupe, enfin, il y a une primauté du groupe dont on va parler en Chine aussi, mais qui est extrêmement, extrêmement violent. Les Chinois n'en sont pas moins très différents, mais même au niveau du fonctionnement du cerveau, enfin, les Chinois ne fonctionnent pas comme nous et ne pensent pas comme nous. Je veux dire, à partir du moment où on a des idéogrammes dans son écriture, on a une pensée qui n'est pas du tout la même, qui n'est pas conceptualisée par des mots qui sont de la même, qui sont véhiculés de la même façon. Il y a des symboliques en plus qui arrivent, et on fait, les Chinois et les Japonais font beaucoup plus fonctionner leur partie gauche du cerveau, qui est la partie dite des créatifs et de tout le visuel, etc., etc. Alors bon. Une question, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir des études qui sont faites par des Chinois avec des Chinois? Oui. En termes d'études qualitatives, du coup, est-ce qu'ils obtiennent des résultats différents du fait que ce soit des Chinois qui font l'étude, ou est-ce qu'au final on a les mêmes résultats? Mais non, parce que le problème c'est que c'est pas bon. D'abord, c'est pas une force des Chinois que de savoir faire du qualitatif. Actuellement, c'est encore un des métiers qu'on confie le plus possible à des Occidentaux. Et on essaye on a des juniors pour dépoter le travail, mais derrière on est très impliqué dans les études, et surtout, je veux dire, ce qui changerait, c'est ce qui va changer plus tard, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de sociétés chinoises qui vont faire appel à ces techniques. Donc on ne pourra plus dire c'est des techniques occidentales. Si on est interrogé par parce qu'on essaye d'en cacher le maxi, d'en laisser le moins ouvert possible. Mais je veux dire, quand on teste un produit, etc., c'est très complexe. C'est-à-dire, quand c'est un produit marqué, je sais pas, mais Lancôme, on ne peut pas cacher pour qui on travaille quelque part. Voilà, il y a aussi le groupe qui interfère énormément. Alors là, c'est Confucius, c'est une des doctrines qui hiérarchise la société. L'idée, c'est que le groupe est au sommet de la hiérarchie des liens de subordination, et que le groupe prime sur l'individu, le père sur la famille, l'aîné sur le cadet, et l'ami est égal à l'ami.
est la seule relation d'égalité en fait. Donc les gens ont tendance à se fondre dans le groupe et on obtient des groupes complètement très très consensuels en fait. Ça c'est encore multiplié par 10 au Japon. Et dans les comportements de consommation, on retrouve ce consensus. Oui. Et là, on retrouve un consensus sur des choses sur lesquelles on n'est pas forcément sûr que ça soit comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on retrouve un consensus sur comment on est de bon goût. On retrouve des consensus sur la face des gens, en fait. Mais est-ce qu'on n'aurait pas plus de chances d'accéder aux perceptions individuelles en essayant de les creuser lors d'entretien? Nous, on recommande beaucoup l'entretien, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait plus particulièrement des techniques de dialogue avec le subconscient, tirées des sciences cognitives américaines et des travaux de Zaltman aux États-Unis à Harvard, qui consistent à travailler avec des... L'idée, c'est que le cerveau fonctionne, l'inconscient fonctionne avec des métaphores, en fait. Et l'idée, c'est de leur faire illustrer les métaphores. Ça, c'est un collage qu'on va leur demander de préparer 3 semaines à l'avance. Avec des images qui illustrent, par exemple, si vous trouvez que votre relation avec votre banque, ça vous fait penser à de l'eau limpide. Enfin, eux ont plutôt une bonne image de la banque. Hein. Je veux dire, ils n'ont pas l'image de Eric Cantona. Ils ont des banques qui passent pas leur vie qui sont publiques et qui passent pas leur vie à leur vendre des services. Bon, on va avoir des métaphores et on va ne les faire parler que sur les métaphores. Absolument pas sur le vrai sujet. Et là, on arrive à creuser très très fort parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Ils ne maîtrisent plus. Ils sont sur leur métaphore, ils parlent de leur métaphore et ils ne se rendent pas compte que quand ils parlent de leur métaphore, ils parlent très exactement de ce qu'ils pensent du produit, de façon inconsciente. Mais qui leur fournit les images avant? On ne leur fournit pas les images, on leur demande de les trouver. D'accord. On fait beaucoup d'entretiens individuels aussi en utilisant la position neutre du psychologue et en n'orientant pas les questions. Donc ça nous permet pas d'avoir des guides d'entretien. On part en relançant toujours. Ça n'est qu'une éternelle relance. Et comment évolue la relance en fait, et ça permet donc les collages, je vous ai expliqué, et en ROI, ça permet de dégager les émotions relatives au produit ou à la marque et une forme de vérité. C'est quoi le ROI? Le retour sur investissement. Ah mais non, je pensais que c'était une méthode non. spécifique. Tu peux faire avec le clic. Et on fait aussi, on prépare de l'observation de la réalité avec Watsum, qu'on représente en Chine. Donc notre idée, c'est de faire ce que vous avez vu dans les foyers chinois, parce qu'il y a des zones de choses que les intervieweurs Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très compliqué. Les gens les gens qui interviewent sont des locaux, les modérateurs sont des locaux, les gens qui étudient ne sont pas des locaux, et les Chinois, eux, cherchent à cacher leur vie chinoise, à protéger leur vie chinoise.
Donc là, faut aller voir quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un repas chinois dans une maison? Qu'est-ce que c'est que Moi, je pense beaucoup, par exemple, à tous les rituels de maquillage dont on entend parler. Alors, c'est plus en Corée, en Chine. On fait aussi beaucoup de Corée et Chine, qui durent 1 heure. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ces superpositions de couches de produits de soins, puis de maquillage que se font les japonaises et les coréennes sur la figure, qui font qu'on a de l'ordre de 1 heure de soins de la peau et de maquillage tous les matins. Tous les matins. Tous les matins, ouais. Bon, bah ça c'est très 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 intéressant d'aller regarder, de pouvoir aller voir ce qui se passe, quoi. Je veux dire, de voir les gestes, parce qu'elles disent se faire des massages de peau, quels gestes, etc., etc. Des astuces pour gagner du temps aussi. J'imagine qu'il y aura des astuces pour gagner du temps sur cette heure, peut-être. En la visionnant, tu veux dire? Sur la manière dont ils font, peut-être que à force, ils ont une habitude, une manière de faire, ou des rituels pour le faire qui... Oui, non, mais tout à fait. Tout à fait. Enfin. Et donc, nous, on est très... notre idée, c'est d'essayer de mettre à jour la vérité chinoise, et de pouvoir montrer la vérité chinoise. Et voilà, on travaille avec l'inconscient et on travaille avec la réalité. Est-ce que vous avez des questions? Merci d'abord. D'autres questions? Qui est déjà allé en Chine? Vous avez vu le phénomène de face? Enfin, J'ai des questions. Hein? Okay. Parce que moi, je suis allé pas mal en Chine. Le phénomène de face, c'est vraiment l'image qu'on donne de soi. Il m'est arrivé en Chine qu'on me dise, qu'un Chinois que je connais bien me dise viens avec moi, je vais te présenter à ma grand-mère. Si, viens, et on va lui montrer que t'es gros. Et en fait, lui montrer que je suis gros, ça veut dire... alors j'étais le boss de ces personnes-là. Lui montrer que je suis gros, ça veut dire que je suis riche. Donc c'est vachement bien. Et donc ça rejaillit sur la personne qui m'accompagne. Parce que si son boss est riche, alors c'est super, parce que il a un avenir... il va devenir riche. Donc voilà, des choses comme ça. Et ça, en fait, c'est le phénomène de donner de la face. C'est faire valoir l'autre, le mettre en valeur, voilà. Donc, et les histoires comme ça, on les retrouve c'est pas du tout on abstrait. les retrouve pas dans le Cali. Voilà. Je veux dire, on retrouverait plus à aller interroger les étrangers sur ce qui les ont interloqués chez les Chinois que d'aller... C'est paradoxal, quoi. Donc la face, c'est pas que Lao Tzu et Confucius, c'est tous les jours en Chine, quand on vit là-bas, c'est au quotidien, quoi. C'est vraiment... c'est faire des cadeaux, c'est mettre l'autre en valeur, c'est garder l'étiquette de la marque de sa veste sur la manche de sa veste cousue à l'extérieur pour bien montrer qu'on a une veste de telle ou telle marque. Enfin, maintenant, ça c'était il y a longtemps, c'était il y a 15 ans. Ils ont évolué depuis. On a commencé par marquer LV sur ces trucs, donc ça a simplifié le problème. Voilà, et puis, non. Ouais. Enfin, ça c'était les premiers. Non. Il y a 15 ans, ils faisaient ça encore. Ouais. Bon, ils le font à la campagne. Marche. Super. Vous qui êtes en train de commercialiser votre œuvre de cette façon de faire des études marketing en intrusif, entre guillemets, est-ce qu'il y a une différence de perception des Chinois par rapport à ça, par rapport à des Occidentaux? Parce que par exemple les Chinois sont plus ouverts. Ils sont très pudiques, les Chinois sont très pudiques et c'est compliqué. Et nous, on fait déjà énormément de choses à la maison. Donc c'est pour ça qu'on a été, qu'on s'est rencontrés et que pour l'instant on essaye de travailler ensemble. Ouais. Mais ils sont très 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 pudiques. Voilà, quand le déclaratif marche pas du tout, ni en focus group ni en individuel, il reste que la réalité, quoi. Et la réalité, c'est les photos qu'on a vues de je me lave les cheveux sous le machin, on les filme dans leur lit, enfin c'est ce genre de choses. On doit observer la réalité et seulement après
on peut les faire réagir par rapport à ce qu'on a vu, en disant on a observé ça, expliquez-nous pourquoi, quand, comment. Ils peuvent plus dire je ne fais pas comme ça. On les voit pas en train de boire du vin, donc on peut pas. Voilà. Vous n'avez pas bu de vin, ne nous dites pas que vous buvez du vin. C'est pas pour les prendre à défaut, c'est juste on leur montre ce qu'on voit et on questionne à partir de ça. Et comment ça se passe alors cette confrontation entre les images et parce que du coup vous l'avez fait. Oui, du coup on fait une Ouais. confrontation avec les images. On Alors commence, on n'a pas fait pour l'instant. Mais ça nous est déjà plusieurs fois arrivé d'aller montrer des résultats parce que on fait beaucoup d'ethno-shopping, de films à la maison, etc., etc. Et ça nous est souvent arrivé d'aller montrer les résultats et de leur demander ce qu'ils en pensent. Ce qu'on remarque, c'est que de leur montrer les résultats et de leur demander d'être, ça les implique et ça leur fait, ils aiment ça, quoi. Je veux dire, ils se sentent, parce que nous aussi on garde toujours cette possibilité de ne pas divulguer si le répondant ne veut pas divulguer, et on s'aperçoit qu'en fait on n'a jamais eu de répondant qui ne veulent pas divulguer quelque chose. Mais est-ce que vous arrivez, parce qu'en fait l'observation des usages c'est une manière d'obtenir donc la description, enfin quelque chose de descriptif, mais est-ce que vous arrivez à rattacher le sens du coup derrière? Parce que c'est ça qui est difficile aussi, c'est de savoir pourquoi les gens ont fait tel enchaînement de gestes, tel usage en fait. C'est le sens qu'il y a derrière qui est difficile. Oui, on arrive à rattacher le sens, derrière, devant la réalité, ils peuvent pas. On pose plus facilement la question. En fait, l'observation sert au départ déjà à poser une meilleure question. On pose plus facilement la question du geste, pourquoi vous faites ce geste, et on veut comprendre ce geste, si on a la vidéo du geste. Or, ce geste, s'il a eu lieu à 3h du matin, on ne peut pas l'avoir avec une visite ethno ou un focus group ou autre chose. D'autant plus que ce geste est probablement automatique et les gens ne se rappellent pas du tout qu'ils ont fait ce geste-là. Voilà. Tout à l'heure, en partant pour venir à ce meet-up, j'ai pris mon scooter, je suis comme William, mon scooter en permanence. J'ai pris mon scooter, je suis parti, j'ai ouvert mon garage, j'ai pris mon scooter, je suis parti, et j'ai fait 1 minute de scooter, et je me suis dit, mais est-ce que j'ai fermé la porte de mon garage? Et j'ai fait demi-tour pour aller vérifier que j'avais en fait bien fermé la porte de mon garage, ce que je fais tellement machinalement que j'oublie complètement que je le fais. Pourtant, nous, on a besoin de l'observer, donc si on le fait machinalement, on ne peut pas forcément le décrire clairement, alors que si on le filme, on peut poser la question tout de suite, en plus, en économisant le temps du participant et juste en ayant observé la chose. Voilà. D'autres questions? Non? Est-ce que avec la solution What's Home, Ouais. les Chinois ils se sentent observés, ils vont pas quand même faire un acting et modifier leur Mais c'est pas, là, la question ne se porte pas que sur les Chinois. Des Français qui sont observés, ils se sentent observés, oui, ils acceptent d'être payés pour faire une étude dans laquelle ils sont filmés dans un nombre limité d'endroits dans leur maison. Donc ils savent qu'en entrant dans la cuisine, caméra cuisine, je suis filmé dans la cuisine. Les gens, soit ils disent je veux pas de caméra chez moi, pas question, soit ils disent ça m'intéresse, faisons le truc, d'autant plus que ça peut être instructif pour eux au final, parce qu'on décortique leur comportement, donc derrière ils ont un feedback là-dessus qui peut être instructif. Mais soit ils vont tellement penser aux caméras, et on n'a pas encore vu ça, mais soit ils pensent tellement aux caméras que le deuxième jour ils nous appellent en disant enlevez ça, on ne veut pas participer, en fait on annule tout. Ok, auquel cas, ok, on le sait. Mais sinon, la première journée, les gens sont conscients de ce qui se passe, ils font attention à leur comportement. Ils disent je vais rentrer dans la cuisine, il faut que je ne me promène pas tout nu, que je fasse attention, m'embrasse pas sur la bouche, tu vois, mais voilà, ta copine t'embrasse et tu lui dis mais attends, on est filmé. Oui, mais c'est pas grave, on est filmé localement, c'est contrôlé, mais il y a une certaine parano le premier jour. Mais cette parano, on oublie très vite qu'on est filmé, sinon on ne vit plus et on demande des installations. Des cultures aussi, peut-être que les latins sont plus... On va l'expérimenter en Chine très prochainement, donc voilà. Mais ce qu'on constate en général, c'est quand on accepte des caméras derrière,
On dit, bon, je fais Love Story, je suis filmé, et puis voilà. Du moment que la personne qui filme n'est pas mal intentionnée. Et c'est un terrain de combien de temps, la cadence? C'est forcément dans la durée, c'est généralement une semaine ou 2 semaines, mais il faut que ce soit une semaine pour avoir. Il faut que ce soit